Salut les élèves des classes de terminale scientifique. Voici un exercice qui traite de la détermination d'une capacité d'un circuit RLC soumis à une excitation sinusoïdale. Là, nous avons un cas particulier d'un dipôle RC excité par un GBF. La première question, on demande d'indiquer quelles sont les tensions observées sur chacune des voies de l'oscillographe, de l'oscilloscope. Évidemment, si nous reprenons la figure, nous avons un résistor en série avec un condensateur. L'ensemble est soumis à une excitation sinusoïdale de la part d'un GBF. Et on va visualiser sur la voie Y1, évidemment sur la voie Y1, nous visualisons la tension au bord du résistor. Et sur la voie Y2, parce que c'est deux voies qui ont une masse commune, la masse commune elle est là. Et sur la voie Y2, nous visualisons la tension au bord du GBF. Pour que ces deux tensions puissent être visualisées simultanément sur un oscilloscope, il faut qu'il dispose d'une masse commune qu'on peut placer à ce niveau-là. Donc sur la voie Y1, nous visualisons la tension au bord du résistor. Et sur la voie Y2, nous visualisons la tension au bord du GBF. Donc, la question suivante, le réglage de l'oscillo correspond pour les deux voies. Ils ont même sensibilité horizontale et verticale. Il demande de déterminer à la deuxième question, quelle est la période de la tension d'alimentation. Quelle est la période de la tension d'alimentation? Vraiment ici, quelle que soit la courbe que vous utilisez, ces deux courbes qui ont même période, ils ont même période les deux courbes. Quelle que soit la courbe que vous utilisez, vous pouvez travailler. On peut commencer par là. Il va falloir s'arrêter là. Et on voit très bien qu'une période s'étale sur 6 divisions et une division valant 1 milliseconde d'après l'énoncé, ce qui nous fait que T, finalement, égale à 6 fois 1 10 puissance moins 3. La période est de 6 10 puissance moins 3 secondes, évidemment. La deuxième question demande la deuxième question de déterminer en utilisant les valeurs maximales des deux courbes, en utilisant les valeurs maximales des deux voies, identifier les courbes de chacune de ces voies. Identifier les courbes de chacune de ces voies. Revenons sur la figure, parce qu'en fait, comme nous l'avions dit un peu avant, il s'agit ici de la tension au bord du résistor donnée par l'expression R fois IM et de la tension au bord du générateur donnée par l'expression Z fois IM. Vraiment, avec Z égale à racine, il n'y a pas de bobine, racine de R au carré plus 1 sur C oméga au carré. On peut écrire que Z égale à racine de R au carré, facteur de 1 plus 1 sur RC oméga, le tout au carré, qui est égal à R
racine de 1 plus 1 sur RC oméga de tout au carré. Au vu de cette écriture, on voit très bien que Z est supérieur à R. Z étant supérieur à R, ça veut dire que ça c'est URM, ça c'est UM. Z étant supérieur à R, on en déduit, si on l'appelle 1 et cette relation on l'appelle 2, on en déduit que UM est supérieur à URM. Par conséquent, la courbe B désigne la tension aux bornes du générateur et la courbe A désigne la tension aux bornes du résisteur. Donc, voici, c'est la réponse à la question. Et donc, si nous revenons ici, ensuite à la question suivante, il demande de déterminer quelle est l'intensité maximale du courant. L'intensité maximale du courant, elle doit être obtenue à partir de la courbe A. Le maximum s'étale sur 2 divisions, sachant qu'une division vaut 2 volts. On peut écrire que URM égale à R fois IM. Il vaut 2 fois 2, ça fait 4 volts. Autrement que IM égale à 4 sur R qui vaut 100. Autrement, ça nous fait 40 milliampères. 0,04 ampères, c'est la valeur de la question suivante. Il demande à la question suivante quelle est la phase de la tension de l'alimentation par rapport à l'intensité du courant. Autrement, le déphasage de la tension par rapport à l'intensité du courant. Comme nous pouvons le constater, sur le graphique, comme nous pouvons le constater, on voit très bien que que la courbe A est en avance sur la courbe B. La courbe A est en avance sur la courbe B. Autrement, l'intensité est en avance sur la tension. Nous avons là affaire à un circuit capacitif. Les effets capacitifs l'emportent sur les effets inductifs et résistifs en même temps. Donc, on peut partir de l'expression du déphasage phi qui s'écrit 2pi, si vous voulez, delta de t, c'est grand T. Et si nous regardons le graphique, vous voyez très bien que delta de t s'étale sur une division. Delta de t s'étale sur une division. Ça se voit. On va avoir delta de t à ce niveau-là. Delta de t. Et t s'étale sur 6 divisions. T s'étale sur 6 divisions. Donc, on peut écrire que, on l'a vu tout à l'heure, on était là. Delta t, c'est une division. Et t, c'est 6 divisions. Donc, autrement, phi égale à 2pi, 1 sur 6. On trouve que phi égale à pi sur 3. Mais notons quand même que c'est le courant qui est en avance sur la tension. S'il fallait écrire les expressions, on aurait pu écrire que I de t, le courant dans le circuit, s'écrit tout simplement IM, par exemple, cosinus oméga t, et on aurait pu écrire que U de t, la tension au bord du dipôle, RC, s'écrivant UM, cosinus oméga t, moins pi sur 3. Dire que c'est la tension qui est en avance par rapport au courant. À la limite, on peut écrire phi de U sur I égale à moins pi sur 3. Quelqu'un d'autre aurait pu écrire phi de I sur U égale à pi sur 3. Très bien. Ensuite, quelle est la phase? J'ai répondu. Calculer
l'impédance du dipôle MP, l'impédance du dipôle MP, l'impédance du dipôle MP, de tous ces dipôles, Z. Donc on peut écrire nous que Z égale à racine de R au carré plus 1 sur C oméga de tout au carré. Mais retenons qu'on n'a pas encore C, on ne peut pas calculer Z par cette méthode. Mais Z aussi, c'est égal à UM sur IM, que nous avons fini de calculer, avec UM qui s'étale sur 4 divisions, fois 2, sur IM qui vaut 40, 10 puissance moins 3. Donc nous trouvons 200 ohms. 200 ohms. Très bien. Et l'énoncé demande, parce que ça doit être peut-être un peu vers la fin, la dernière question, il demande ici calculer l'impédance du dipôle MP, ça a été déjà fait, calculer l'impédance et la capacité du condensateur. L'impédance et la capacité du condensateur. Nous partons de l'expression de l'impédance du dipôle Z égale à racine de R au carré plus 1 sur C oméga de tout au carré. Mais logique pour logique, en fait, on devait écrire racine de R au carré plus moins 1 sur C oméga de tout au carré. Mais c'est exactement la même chose. Parce que n'oublions pas ici que L n'existe pas, L égale 0. Mais donc finalement Z carré égale à R carré plus 1 sur C oméga de tout au carré. Et c'est ça qui représente l'impédance du condensateur au carré. Autrement, Z de C égale à racine carrée de Z au carré moins R au carré. Vous trouverez un Z de C qui est égal à 173, tout compte fait 173 ohms. ZC égale à 173 ohms. Et l'énoncé demande à la dernière question de déterminer, l'énoncé demande de déterminer la capacité du condensateur. La capacité du condensateur, on peut partir de plusieurs méthodes. On va proposer 3 méthodes, si vous voulez. Mais dès lors que ZC, c'est égal à 1 sur C oméga, avec oméga évidemment égal à 2pi sur T, nous avons ZC égal à T sur 2pi C. Autrement que C égale à T sur 2pi ZC qui a été calculé avec T qui est égal à 6 10 puissance moins 3 sur 2pi fois 173. La première méthode conduit à la valeur de C qui est égale à 5,5 10 puissance moins 6 farad. Une autre méthode qui peut toujours conduire à la valeur de C, on peut partir de l'expression de tangente phi. Nous avons affaire à un circuit capacitif, tan phi égale à moins 1 sur C oméga, tout sur R, avec phi évidemment, n'oublions pas, égale à moins pi sur 3. Donc, qui est égal à moins 60 degrés, si la machine est à moins degrés. Donc, nous avons C égale à moins T, on remplace oméga par 2pi sur T, sur 2pi R tan phi. On va trouver la même valeur de 5,5 10 puissance moins 6 farad. Et enfin, une dernière méthode qui utilise la construction de Fresnel, utiliser la construction de Fresnel, parce que nous savons que UR c'est égal à RIM. Or, RIM, ça fait 100, que multiplie 40 10 puissance moins 3, ça nous fait 4 volts. Nous avons U au bord du générateur, ça nous fait
Z fois IM, connaît la valeur, ça nous fait Z fois IM. Autrement, Z, on avait trouvé 200, qu'on multiplie 40, 10 puissance moins 3, ça nous fait 8 volts. Donc, et nous avons phi qui est égal à moins pi sur 3. On peut faire la construction associée. Partant de la référence des phases, par exemple, ça nous avons phi égale à 0. En utilisant une échelle, à savoir que 1 cm correspond à 2 volts. Nous avons changé de couleur un peu. Pour 2 cm, nous avons, en supposant que ça c'est 2 cm, nous avons RIM. Et comme phi est négatif, nous allons déterminer un angle de pi sur 3, angle de pi sur 3, et tracer un vecteur de longueur à 8 volts, autrement 4 cm. Par exemple, ce qu'il faut le faire, donc, un vecteur de longueur 4 cm, c'est juste là, et c'est ça qui va représenter UM. C'est UM. Et là, nous avons effectivement le vecteur IM sur C oméga. Je ne vais pas mesurer. Vous mesurez en centimètres, vous ramenez à l'échelle, vous l'avez en volts. Et comme vous connaissez IM, vous connaissez oméga, c'est qui vous permet de connaître ça. C'est une autre méthode. Voilà, je pense que ça vous a enrichi cet exercice. Il faut essayer de le reprendre à tête reposée. Je vous remercie.